Aujourd'hui, je te présente une vidéo tutoriel où je vais te montrer comment créer un GPT sur mesure dans la plateforme ChatGPT. Là, je t'entends me dire, David, c'est quoi un GPT sur mesure exactement? Essentiellement, un GPT sur mesure, c'est un GPT que tu vas créer. C'est comme une version de ChatGPT que tu vas créer, optimisée pour une tâche en particulier, pour une industrie en particulière ou bien pour une entreprise ou une organisation en particulier. La fonctionnalité de créer des GPT sur mesure a été introduite à la fin 2023 et puis depuis début 2024, on peut aussi partager nos GPT avec d'autres utilisateurs de la plateforme ChatGPT. Au moment d'enregistrer cette vidéo, seulement les usagers qui paient pour un compte ChatGPT peuvent créer des GPT sur mesure. Par contre, les usagers qui ont un compte gratuit ou payant peuvent utiliser des GPT créés par d'autres utilisateurs. Donc, ça veut dire que si vous êtes une équipe, par exemple, de 5 personnes, tu aurais besoin d'avoir seulement une personne dans ton équipe qui a un compte payant pour créer des GPT sur mesure pour l'utilisation de ton équipe, pour ensuite les partager avec les autres usagers de ton équipe qui auraient un compte gratuit. Dans l'exemple que je vais te présenter aujourd'hui, je vais simuler comme si je créerais un GPT sur mesure pour un de mes clients qui est dans le domaine de la construction. Donc, je vais créer un GPT qui va être optimisé pour m'aider au niveau du marketing et de la rédaction pour un client qui est dans le domaine de la construction au Québec, selon les normes de la construction au Québec, selon le langage parlé et écrit ici au Québec, et puis qui va être optimisé pour du marketing numérique, le SEO, le GEO et la rédaction web. Donc, l'exemple d'aujourd'hui est vraiment concret. C'est exactement ce que je fais quand j'ai un mandat de rédaction de marketing pour mes clients. Je crée un GPT sur mesure optimisé pour leur entreprise à eux, leur réalité par rapport à leur auditoire cible, par rapport au marché auquel ils s'adressent, par rapport à la réglementation en cours, etc. Toi, tu peux traduire ça de plein de manières différentes dans ton organisation. Soit si par exemple tu travailles en comptabilité, tu pourrais optimiser un GPT pour comment la comptabilité se fait au Québec ou au Canada par rapport aux lois fiscales qui sont en vigueur ici, ou en France, ou en Belgique, ou à l'endroit où tu habites. Ça peut être aussi un GPT que tu vas créer pour d'autres types de tâches, pas nécessairement juste du marketing ou de la rédaction. Ça peut être à propos, par exemple, si tu es un dirigeant d'entreprise, puis tu as besoin de quelqu'un pour te coacher ou que tu as besoin d'un mentor, puis tu n'as pas nécessairement le temps ou les ressources financières pour engager quelqu'un pour te mentorer ou pour engager quelqu'un pour te coacher, tu pourrais créer un GPT sur mesure qui est optimisé par rapport aux réalités de ton entreprise, aux réalités de ton poste à toi en particulier, puis qui est aussi optimisé pour être un expert en coaching ou un expert mentorat pour pouvoir te coacher ou te mentorer, je ne sais pas si ça se dit mentorer, pour jouer le rôle d'un mentor. Alors, allons-y, on va passer à mon ordinateur et je vais te montrer concrètement comment faire ça dans la plateforme ChatGPT. La première chose que tu vas vouloir faire, c'est préparer tous les documents que tu vas fournir au constructeur de GPT pour que ça fasse partie de la base de connaissances du GPT sur mesure. Donc, une des choses que tu vas vouloir faire, c'est ce que tu vois ici à mon écran. Tu vas vouloir préparer un brief de projet que tu vas utiliser pour instruire le constructeur de GPT sur qu'est-ce que tu as besoin exactement du GPT sur mesure. Donc, ça, c'est vraiment le strict minimum à préparer. Si tu veux vraiment que ton GPT soit efficace au maximum, tu vas lui fournir tout le matériel additionnel que tu as disponible. Fait que, par exemple, si tu as un site web, tu vas vouloir exporter tous les textes de ton site web, les fournir au constructeur de GPT pour que ça fasse partie de la base de connaissances du GPT sur mesure. Tu vas vouloir aussi les fournir, par exemple, si tu as créé, mettons, une brochure ou un dépliant, le texte de la brochure ou du dépliant. Si tu présentes des formations puis tu as un support visuel en PowerPoint ou tu as un guide du participant, tu vas vouloir lui fournir tous ces textes-là aussi. Si tu as écrit un e-book, tu vas vouloir lui fournir les textes de ton e-book. Le seul truc, par contre, c'est quand tu vas fournir des fichiers au constructeur de GPT pour que ça fasse partie de la base de connaissances du GPT sur mesure, il faut que tous ces fichiers-là soient en format texte. Tu ne peux pas lui fournir des fichiers en format Word, en format Excel, en format PDF. Il faut vraiment que ce soit des fichiers en format texte brut ou texte ordinaire. En anglais, si ton ordinateur est en anglais, ça va être plain text, le nom qui va être indiqué. Donc, sur un ordinateur Windows, des fichiers qui sont en .txt à la fin. Si tu es sur Mac, il n'y a pas de point à la fin des fichiers, mais c'est des fichiers qui sont en format texte brut. Donc, essentiellement, tu vas aller dans Word, dans Excel, dans Acrobat Reader, tu vas aller dans le menu Fichier, puis tu vas faire Enregistrer sous, puis choisir le format de fichier texte brut, ou tu vas aller dans Fichier Exporter. Ça dépend d'une application à l'autre. Des fois, c'est Fichier Enregistré sous, des fois, c'est Fichier Exporté. Mais dans tous les cas, tu vas vouloir exporter en format texte brut. Comme par exemple, ici, dans Google Docs, ce serait Fichier, Télécharger, puis après ça, c'est le format texte brut.txt. Donc, tu vas vouloir préparer tout ton matériel d'avance parce qu'après ça, quand on est dans le constructeur GPT, on est beaucoup plus efficace à lui donner le matériel en question.
Si dans ton cas, tu as un site qui a été créé en WordPress, je vais te montrer à l'instant comment tu peux faire pour exporter tous les textes de ton site WordPress rapidement sans avoir à passer page par page, une page à la fois pour faire des copier-coller des textes dans un fichier texte brut. Si dans ton cas, tu n'as pas de site web du tout ou tu as un site web qui a été créé dans une autre plateforme que WordPress, comme par exemple Wix ou Shopify, ce bout-là de la vidéo ne sera pas pertinent pour toi, alors tu peux sauter directement ce côté-là. Tu peux sauter directement au temps indiqué à l'écran pour aller à la prochaine étape. Par contre, si dans ton cas, tu as un site WordPress, ça vaut définitivement la peine que tu écoutes le prochain bout de la vidéo. Tu vas économiser beaucoup de temps en exportant tes textes en lot plutôt qu'en allant page par page. Donc ici, on va aller pour un site WordPress. Donc tu dois te connecter dans le backend administrateur de ton site WordPress. Tu vas au menu Extensions. On doit installer une extension qui va nous permettre de faire l'exportation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'extension. On va l'activer, on va faire l'exportation, puis après ça, on va désactiver l'extension puis la supprimer. Ça ne vaut pas la peine de laisser sur ton site web des extensions que tu ne te sers pas ou que tu ne te sers plus. Puis en fait, c'est un problème si tu laisses des extensions qui sont peu utiles sur ton site web, parce que plus que tu as d'extensions sur ton site web, puis plus qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de la performance de ton site, la compatibilité avec d'autres extensions, et puis ça augmente aussi les chances qu'il y ait des failles de sécurité. Donc une fois qu'on est ici sur l'écran avec la liste des extensions, on clique sur « Ajouter une extension ». Dans la boîte de recherche, on va chercher pour WP All Export. Puis la bonne extension, c'est celle qui a une icône avec une pieuvre. Donc, c'est ça ici, WP All Export, celui qui s'appelle Export Any WordPress Data to XML CSV par la compagnie Softfly. On va cliquer sur Installer maintenant pour l'installer sur le site web. Une fois que c'est installé, on va cliquer sur Activer. Une fois que l'extension est activée, ça rajoute un menu à gauche, ici, All Export. Je vais aller dans All Export, Nouvelle exportation. Et puis, ce qu'on doit faire, c'est exporter notre contenu individuellement par type de contenu. Donc, dans la base de WordPress, ce que tous les sites WordPress ont comme type de contenu, c'est des pages et des articles. Donc, les pages sur ton site web, c'est ce qui se passe ici dans le module page. Donc, ça va être des pages comme ta page à propos, accueil, nous joindre, les pages de service de ton site web. Donc, toutes les pages d'information statiques, ça se trouve dans le module page. Donc, on va faire une exportation pour les textes de page. Si dans ton cas, tu as un blog sur ton site web ou une section nouvelle, à ce moment-là, ce type de contenu-là sur WordPress, c'est le type de contenu qui s'appelle article. Donc, quand tu vas dans article, si tu vois du contenu, ça veut dire que tu utilises des articles sur ton site web. Tu vas vouloir aussi exporter les articles. Puis après ça, tout dépendant de ton site web, ça se peut que tu aies des modules additionnels de contenu que tu voudrais exporter. Par exemple, si tu as une boutique en ligne avec WooCommerce, à ce moment-là, dans ton menu de gauche ici, tu vas voir Produits. Et puis tes produits, c'est un autre type de contenu que tu vas devoir exporter. Si, comme dans mon cas, tu as un module portfolio sur ton site web, avec ici c'est un module projet, les projets, tu vas pouvoir les exporter individuellement. Donc, on va commencer par les pages. Donc, on va dans All Export, Nouvelle exportation. On a le type de données spécifique de sélectionner. On va dans le menu déroulant. Je choisis Page. On va aller à Customize ici. Ici, si tu payes pour WP All Export, tu as des options additionnelles que tu pourrais configurer. Mais tout ce que je te montre aujourd'hui, on peut le faire dans la version gratuite. Puis pour ce que je te montre aujourd'hui, ça ne vaut vraiment pas la peine de payer pour en réalité, parce que la version gratuite fait bien le travail par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, je vais aller ici dans Customize Export File. Ici, par défaut, ce que WP All Export va faire, c'est qu'il va exporter 3 informations pour chacune des pages de ton site web. Le ID de la page, qui est le numéro d'identification dans la base de données de WordPress, le titre de la page, puis le contenu de la page. Au niveau de ce qu'on a besoin pour entraîner GPT, c'est vraiment juste le titre et le contenu. C'est vraiment pas pertinent de lui fournir le ID de la page. Donc, ce qu'on va faire pour éviter qu'il s'enfarge dans les fleurs du tapis avec l'information qu'il n'y a pas de besoin, on va cliquer sur ID, on va retirer l'ID pour laisser seulement le titre ou title, puis le contenu ou content. Après ça, ici dans Advanced Options, on n'a rien à changer, on peut le laisser tel quel. Puis ici dans Export Type, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir en format spreadsheet, donc tableur. Un tableur comme par exemple Excel, Microsoft Excel, Google Sheets, c'est des tableurs, donc spreadsheet. Puis le format, ça va être CSV. Le format CSV, c'est un format de tableur universel. Fait que comme par exemple, dans Microsoft Excel, les fichiers, c'est .xls ou .xls ou XLSX. Bref, c'est les formats de fichiers pour Microsoft Excel. Puis ils peuvent être ouverts seulement dans Microsoft Excel. Google Sheets, c'est son propre format aussi, etc. Le format CSV est universel. Puis la raison pour laquelle on va choisir CSV, outre le fait que c'est un format universel, c'est que c'est un format qui est en format texte. Ce n'est pas du texte brut, mais c'est du texte qui est formaté en format CSV, Separated Value. Donc, on va vouloir l'exporter en CSV. Je vais faire continuer ici. Les paramètres ici, on peut les laisser tels quels. Je vais enregistrer.
Là, ici, ça a été super rapide pour exporter parce que le site web sur lequel je travaille en ce moment, c'est un petit site web démo que je me sers en formation. Si dans ton cas, tu as un gros site web, ça peut prendre un certain temps, ce bout-là. Mais une fois que ça c'est fait, ce que tu vas vouloir faire, c'est cliquer sur CSV, télécharger les fichiers sur ton ordinateur, puis après ça, passer au prochain type de contenu. Donc ici, j'ai déjà préparé mes fichiers d'avance, fait que je ne sauvegarderai pas ce fichier-là. Je vais retourner dans la nouvelle exportation. Puis la prochaine étape, ce serait par exemple de faire les articles, si j'ai des articles sur mon site web. Puis tu vas vouloir répéter toutes ces étapes-là pour chacun des types de contenus de ton site web. Maintenant qu'on a fini de préparer tout notre contenu avec lequel on va entraîner le GPT, on va vouloir aller créer notre GPT sur mesure. Donc, tu te connectes à ton compte ChatGPT. Puis ici, dans la colonne de gauche, un des choix que tu as dans ton menu, c'est GPT. Quand tu cliques ici sur GPT, ça va t'emmener dans la boutique de GPT. Donc, je te disais tantôt que depuis début 2024, il y a une boutique dans laquelle les gens peuvent partager des GPT qu'ils ont créés. Donc, ici, on a une librairie de tous les GPT qui ont été partagés par tous les utilisateurs de ChatGPT à travers la planète. Puis, on en a aussi qui ont été créés par OpenAI, la compagnie qui fait ChatGPT, ceux qui apparaissent sous la catégorie By ChatGPT ici. Donc, ceux-là ont été créés par OpenAI. Ce n'est pas toujours nécessaire de créer des GPT sur mesure. Il y a beaucoup de GPT qui ont été créés et qui font parfaitement bien le travail. Ça ne vaut pas la peine de perdre ton temps à créer un GPT sur mesure. Là où tu vas vouloir créer un GPT sur mesure, c'est quand tu as un besoin qui est très spécifique par rapport à ton poste, par rapport à ta compagnie à toi ou par rapport à l'organisation pour laquelle tu travailles. Là, à ce moment-là, définitivement, tu vas vouloir créer un GPT sur mesure. Mais si ce que tu aimerais avoir, par exemple, c'est un GPT qui va t'aider à faire du support technique parce que tu as des problèmes de programmation, des problèmes d'ordinateur, des problèmes avec ta tablette, ta télévision intelligente, etc., à ce moment-là, ça ne vaut pas vraiment la peine de te créer un GPT sur mesure pour ça parce que, entre autres, OpenAI en ont créé un. C'est celui-là ici qui s'appelle Tech Support Advisor, qui est d'ailleurs super efficace. Moi, je m'en sers à toutes les semaines dans mon travail quand j'ai des problèmes de WordPress ou des problèmes de programmation que je n'arrive pas à résoudre moi-même ou qui prendraient trop de temps à résoudre moi-même. Fait que je pitche le problème à ChatGPT pour qu'il me le règle en quelques minutes. Sinon, c'est vraiment utile aussi si tu as des problèmes d'ordinateur, ce GPT-là. Donc là, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est vraiment comment créer ton GPT sur mesure pour un besoin qui est vraiment spécifique à toi, qui ne pourrait pas être ici dans la librairie qui est offerte par la plateforme. Donc, je vais aller en haut à droite dans le bouton Créer. Ça nous amène dans une version spéciale de ChatGPT où on a deux côtés à l'écran. On a le côté gauche ici en blanc qui est le constructeur GPT. Quand tu vas parler avec le constructeur GPT, c'est comme si tu parlerais avec un programmeur ou un ingénieur, puis tu lui donnes des instructions sur qu'est-ce que tu veux que GPT fasse pour toi, comment tu veux qu'il fasse, etc. Puis ce programmeur ou cet ingénieur-là, qui est le constructeur de GPT, va programmer un GPT sur mesure qui répond exactement aux besoins que tu lui as décrits dans la discussion. Donc, ça t'évite de connaître la programmation pour programmer ton propre GPT. Tu as une conversation naturelle avec le constructeur de GPT comme tu as avec un programmeur ou un ingénieur. Puis lui, il fait son travail technique en arrière pour programmer ça, pour que ton GPT soit tel que tu le désires. Le côté droit de l'écran, ici, le côté qui est sur fond gris, c'est comme un carré de sable. Donc, au fur et à mesure qu'on va créer GPT avec le GPT sur mesure du côté gauche, on peut s'amuser ici dans le carré de sable et discuter avec le GPT sur mesure au fur et à mesure qu'il se fait créer par le constructeur de GPT pour le tester finalement. On va vouloir le tester pour être sûr qu'il est efficace, qu'il fonctionne bien, qu'il fonctionne tel qu'on le voudrait, avant de vraiment enregistrer notre GPT puis commencer à s'en servir officiellement. Donc, on va commencer ça ici. On va commencer avec le constructeur de GPT, avec le brief que j'ai préparé. Fait que je vais lui envoyer le premier bloc de mon brief. Je vais lui soumettre ça, puis je vais te lire ce que j'ai écrit. Puis après ça, on va voir ce qu'il va me répondre pour la suite des choses. Donc ici, je lui dis, j'ai besoin d'aide pour la rédaction des textes du site web d'un client. Mon client est un entrepreneur en construction résidentielle et commerciale. Voici en vrac les paramètres du projet. La compagnie s'appelle Construction Rivard. Voici l'adresse. Peux-tu aller voir le site web et consulter l'information? Ici, par rapport à ce bout-là, c'est un petit peu hit and miss avec ChatGPT. Des fois, on va lui demander d'aller voir un site web, il va aller voir, pas de problème, puis il revenait avec l'information. Puis des fois, il va nous dire, je ne suis pas capable d'aller voir le site web ou je ne suis pas capable d'aller voir aucun site web. Donc, on n'a rien à perdre à lui demander. Puis de toute façon, au pire aller, s'il n'est pas capable de se connecter au site web pour le consulter, je vais lui envoyer plein d'informations de toute manière. Donc, ça ne change pas vraiment grand-chose rendu là. Après ça, je lui dis, Construction Rivard est basée à Saint-Jérôme, au Québec, Canada. La compagnie sert des clients dans les Basses-Laurentides et à Laval. Puis là, je lui décris l'auditoire cible, qui est essentiellement le persona. Là, c'est vraiment un persona qui est très de base, très général que j'ai mis. Si jamais, dans ton cas, tu as un plan marketing, bien, l'idéal, c'est de prendre un extrait de ton plan marketing puis le mettre là, ou carrément exporter tout ton plan marketing en format fichier texte brut, puis l'attacher à la base de connaissances du GPT sur mesure. Je vais te montrer dans un instant comment attacher des fichiers. Donc, ça pourrait être un des fichiers que tu vas attacher. Puis, tu pourrais faire ça avec ton plan stratégique, ce qu'on appelle au Québec le plan d'affaires. Tu pourrais le faire avec ton plan de communication. Puis, tout autre document qui parle de ton entreprise, tu pourrais le transformer en texte brut, puis l'attacher à la base de connaissances du GPT sur mesure pour qu'il y ait toute cette information-là quand il va faire du travail pour toi.
Après ça, je lui dis les textes doivent être écrits en français du Canada avec un niveau de langage accessible pour les clients, tout en étant professionnel pour refléter que c'est une compagnie sérieuse. Moi, je prends toujours l'habitude, quand je parle à ChatGPT puis que je veux qu'il fasse la rédaction pour moi, de lui spécifier français du Canada si je travaille pour un client qui est ici au Québec. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que par défaut, ChatGPT, quand il écrit des textes, il va les écrire en français international ou en français France, ce qui va faire en sorte qu'il va utiliser un vocabulaire ou des tournures de phrases qui ne sont pas propres à comment on communique ici en français au Québec. Donc, si tu travailles toi aussi pour un projet, pour une compagnie qui est au Québec, qui s'adresse à une auditoire cible qui est aussi au Québec, tu vas toujours vouloir spécifier à ChatGPT de t'écrire ces textes en français du Canada ou dans le cas où tu écrirais des textes pour un auditoire canadien, Québec et hors Québec, anglophone, tu vas vouloir lui spécifier anglais du Canada pour être sûr qu'il n'est pas vers un anglais américain ou un anglais britannique. Donc, il y a des petites nuances. Elles sont peut-être moins grandes, les nuances en anglais, mais sont quand même là, comme on les a aussi en français. Fait que là, ici, je m'en servirais juste pour le français, fait que je spécifie français du Canada. Si je m'en servirais pour du français et de l'anglais, je lui dirais français du Canada et anglais du Canada. Après ça, je lui dis les textes doivent être optimisés pour le SEO et le GEO. Puis je lui spécifie que le GEO, c'est du Generative Engine Optimization. La raison pour laquelle je lui spécifie c'est quoi du GEO, c'est parce que le GEO, c'est quelque chose de très nouveau. Puis j'ai remarqué que souvent, quand on parle de GEO avec ChatGPT, il pense qu'on parle de quelque chose qui a rapport avec la géographie. Donc, je lui spécifie toujours que GEO, c'est Generative Engine Optimization. Par contre, je n'ai pas pris la peine de lui spécifier c'est quoi du SEO, du Search Engine Optimization, parce que ça existe depuis Mathusalem, puis c'est vraiment bien c'est quoi. Peut-être pas depuis Mathusalem, mais ça existe depuis longtemps, le SEO. Donc ici, c'est quoi du SEO, je n'ai pas besoin de lui spécifier. Si dans ton cas, tu ne sais pas c'est quoi du SEO, c'est quoi du GEO, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube de Winnoview où je t'explique c'est quoi du SEO, où je t'explique c'est quoi du GEO, et puis aussi c'est quoi la différence entre les deux. J'ai aussi des articles de blog aussi de Winnoview, ce que mon équipe et moi on a écrit sur ces deux sujets-là. Donc, si tu aimerais en savoir un peu plus sur le SEO et le GEO qui sont super importants pour le positionnement web de ton entreprise, je t'invite à aller voir le contenu qu'on a sur YouTube et sur le site de Winnoview par rapport à ça. Après ça, je lui dis le GPT doit être un expert du SEO, du GEO et de la rédaction SEO. J'aurais pu écrire la rédaction web aussi, mais bon, bref, j'ai écrit la rédaction SEO. Après ça, je lui dis le GPT doit être un expert du marketing et du marketing numérique. Le GPT doit être un expert de la construction telle qu'elle est pratiquée au Québec. Si dans ton cas, tu es dans un domaine qui est réglementé, c'est tout particulièrement important de mettre ce truc-là ici. Fait que par exemple, si tu es par exemple un notaire, puis que tu veux te créer un GPT sur mesure qui est optimisé pour t'aider dans tes contrats de notariat, spécifie que tu es un notaire au Québec, puis que tu veux que le GPT t'aide avec le droit qui est en vigueur au Québec, qui n'est pas le même que celui dans le reste du Canada. Et puis, si par exemple, tu es quelqu'un dans peu importe le domaine, tu es en train de te créer un GPT pour jouer un rôle d'avocat, avocat service conseil juridique, tu vas vouloir aussi lui spécifier mon entreprise est au Québec, puis les formations juridiques que je désire obtenir, c'est par rapport au droit tel que pratiqué au Québec. Ça, c'est vraiment important. C'est la même chose si tu es chiro, si tu es physio, avocat, notaire. Donc, tous les domaines qui sont réglementés par un ordre professionnel ou carrément par des lois, tu vas vouloir spécifier ça dans ton brief initial pour être vraiment sûr que le GPT fasse son travail correctement pour t'aider de manière adéquate pour ce que tu as besoin qu'il fasse pour toi. Fait que là, il m'a répondu, je propose d'appeler le GPT rédacteur web Construction Rivard. Est-ce que ce nom vous convient? Là, je vais lui dire oui. Je pourrais lui dire non puis lui donner un autre nom, mais je vais juste lui dire oui. Je vais te montrer dans un instant comment tu pourrais changer le nom toi-même. La prochaine chose qu'il fait, c'est qu'il se connecte à DALL-E. Une des choses qui est le fun dans les versions plus récentes de ChatGPT, c'est que ChatGPT est maintenant connecté à DALL-E, qui est l'IA créée par OpenAI pour créer des images. Donc là, il vient de parler à DALL-E, puis demander à DALL-E de créer une image qui va représenter mon GPT sur mesure. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand tu vas être dans une discussion avec ce GPT-là, il va y avoir cette petite icône-là qui va apparaître à la place de l'icône ordinaire de ChatGPT. Ça va être cette icône-là qui va apparaître. Fait que tu sais que tu es en train de discuter avec ton GPT sur mesure. Moi, ce que j'aime bien faire quand je crée un GPT sur mesure, c'est que je lui donne le nom de mon client. Quand je crée un GPT qui est pour un client, je lui donne le nom de mon client. Comme il a fait tirer rédaction web, construction Rivard, c'est parfait. Puis pour l'image, je mets le logo de mon client. Moi, ça m'aide à me souvenir celui-là visuellement sans avoir à lire le nom. Celui-là, c'est le GPT que j'ai créé pour tel ou tel client. Je vais te montrer dans un instant aussi comment faire pour changer l'image. Fait que là, il me demande est-ce que l'image est correcte. Je vais juste lui dire oui. Dans les faits, ce serait non, puis je mettrais le logo de mon client. Je vais juste lui dire oui pour faire simple pour l'instant. OK, parfait. Pour mieux adapter ce GPT à vos besoins, voyons ensemble quelques points. Tout d'abord, quel est l'objectif principal que vous souhaitez atteindre avec les textes du site Web? Donc là, ce que je ferai à cette étape-ci, c'est que je répondrai, là, je ne le ferai pas ici à la caméra, parce que ce serait juste trop long de me voir taper la réponse au clavier. Mais ce que je ferai, c'est que je répondrai à sa question, j'attendrai de voir ce qu'il me dit après, ça se peut qu'il me pose une deuxième, une troisième question. Puis éventuellement, il va arriver à l'étape me disant, OK, bien, tu peux commencer à tester ton GPT.
Moi, ce que je fais à cette étape-là, plutôt que de commencer à tester le GPT, je vais aller dans les configurations pour attacher mes fichiers. Donc là, ici, on est dans le constructeur de GPT, à l'onglet Créer, où est-ce qu'on a une discussion avec le constructeur de GPT. Je vais aller ici à l'onglet Configurer. Si tu veux changer l'image pour représenter ton GPT sur mesure, c'est ici que ça se passe. Tu cliques ici, tu vas sur Téléverser une photo, puis tu récupères sur ton ordinateur l'image que tu as préparée. Prépare une image carrée, pas une image ronde, prépare une image carrée, puis il va le mettre dans une pastille ronde tout simplement. Si tu veux changer le nom de ton GPT, c'est ici que ça se passe. Après ça, pour la description et les instructions, tu peux ignorer ce bout-là. Ça ne vaut pas la peine en réalité que tu changes ce bout-là parce qu'au fur et à mesure que tu vas parler au constructeur GPT, puis tu vas lui donner des informations additionnelles ou des instructions additionnelles, il va venir modifier ce texte-là qui est comme un résumé finalement. Ce n'est pas le résumé complet que GPT sur mesure va utiliser, c'est un résumé bref de ce que GPT sur mesure va utiliser pour faire son travail. Ça ne vaut vraiment pas la peine que tu viennes travailler ce texte-là parce que de toute façon, quand tu es ici et tu discutes avec le constructeur, il va venir actualiser continuellement ce texte-là de toute manière. Après ça, pour les amorces de conversation, tu as peut-être remarqué quand on démarre une conversation avec ChatGPT, on le voit ici dans le carré de sable, il y a des questions qui sont proposées d'avance. Puis quand c'est un GPT sur mesure, on peut configurer des questions d'avance. Donc, si tu sais, par exemple, que tu crées ce GPT-là pour que ton équipe l'utilise pour des tâches spécifiques, ça va toujours être les mêmes tâches, tu pourrais venir ici, si tu veux, puis préparer des questions. Comme ça, ton équipe n'aura pas besoin de taper leur prompt initial, leur requête initiale pour démarrer une conversation. Ils pourront juste cliquer sur un carré, un de ces encadrés-là. Oups, ça ne fonctionne pas. Mais bref, dans une vraie conversation, ça fonctionnerait. Cliquez un de ces carrés-là, puis ça va démarrer la discussion en réalité. Donc ça, je ne le ferai pas ici aujourd'hui. Personnellement, moi, je ne me sers jamais de ça. J'utilise toujours des requêtes sur mesure. Mais si tu sais que ton équipe ou toi, vous allez toujours utiliser les mêmes requêtes, ça vaut la peine de les mettre là pour pouvoir aller taper au clavier à chaque fois. Après ça, ici, connaissances, ça c'est la base de connaissances du GPT. Puis ça me fait penser qu'il y a un truc que j'ai oublié de te mentionner. Un des avantages d'utiliser un GPT sur mesure versus d'avoir une discussion normale avec ChatGPT, c'est que tout ce que tu vas mettre ici dans sa base de connaissances, puis tout ce que tu as configuré en discutant avec le constructeur de GPT, ça va faire partie de la mémoire permanente du GPT sur mesure. Je t'explique. Quand tu discutes avec un GPT normal, il y a une certaine mémoire, tous les GPT en réalité, que ce soit les GPT ordinaires ou les GPT sur mesure, il y a une mémoire sur la quantité de la discussion, du chat que tu as eu avec lui qui va se souvenir. Là, je vais lancer un chiffre en l'air, mais ça se calcule en tokens, ou en français, on appelle ça des jetons. Des jetons, c'est essentiellement une certaine quantité de mots. On va dire que, par exemple, le GPT a une capacité de se souvenir de 1 million de mots, mettons. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Mais disons qu'il a la capacité de se souvenir de 1 million de mots. 1 million de mots, des mots que tu lui as envoyés dans tes requêtes, puis que lui t'a donné en réponse. Bien, quand il va arriver au 1 million et 1 mot, bien, au fur et à mesure que la discussion dépasse le 1 million de mots, disons, elle dépasse de 300 mots, mais les 300 premiers mots qui ont été échangés dans la discussion, il l'oublie. Puis au fur et à mesure que la discussion avance, le début de la discussion va être oublié. Fait que ça veut dire que si tu travailles avec un GPT ordinaire, parce qu'au début de la discussion, tu lui donnes des instructions, puis après ça, tu échanges beaucoup de textes avec lui, comme par exemple écrire des articles de blog, ça produit beaucoup d'échanges de textes, écrire des articles de blog ou n'importe quel document, ça fait beaucoup d'échanges de textes. Mais là, à ce moment-là, il va oublier tes instructions initiales, il va continuer à travailler avec toi, mais il ne se souviendra plus de tes instructions initiales, puis il va commencer à donner des résultats qui sont moins alignés avec ce que tu veux parce qu'il ne sait plus. Il ne se souvient plus des instructions initiales. Tandis que quand les instructions initiales sont dans le constructeur GPT, soit tu en as discuté avec le constructeur GPT ou tu as attaché des fichiers, ça va être toujours dans la mémoire permanente du GPT sur mesure. Fait que peu importe qu'il soit rendu, qu'il y ait une limite de 1 million de mots, puis tu es rendu à 5 millions, tout ce qui est dans ses instructions initiales, tout ce qui est dans ses fichiers attachés, il va s'en souvenir de manière permanente. Fait que le GPT sur mesure vient vraiment très efficace quand tu sais que tu vas parler pendant longtemps avec beaucoup d'échanges de mots avec ton GPT pour qu'il se souvienne toujours de son brief initial. Donc, c'est ici qu'on viendrait pour attacher les fichiers. Donc là, moi, pour la démo d'aujourd'hui, j'ai tout simplement exporté les articles et les pages d'un site web. Donc, je vais attacher ça. Si dans ton cas, tu as d'autres fichiers, comme tous ceux que je t'ai décrits tantôt, c'est ici que tu vas venir les attacher. Et puis, reste sur cet écran-là jusqu'à ce que tu vois que la petite barre de chargement elle est complétée puis que les fichiers sont attachés. Si jamais ça bug d'attacher des fichiers, parce que ça arrive des fois, essaye une seconde fois. Puis si ça bug encore une seconde fois, à ce moment-là, va sur ton ordinateur puis renomme ton fichier. Des fois, quand les fichiers qu'on attache sur ChatGPT ont un espace entre les mots ou quand ils ont des accents comme E accent aigu, CCD ou d'autres caractères comme ça va bugger. Fait que fais tout simplement remplacer, mettons, tous les accents aigus par un E pas d'accent, puis remplace tous les espaces par un trait d'union à la place. Et puis, remplace toutes les lettres majuscules par des lettres minuscules. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient peut-être bugger au moment de téléverser. Des lettres majuscules, des caractères spéciaux comme des accents, puis des espaces. Fait qu'enlève tout ça, puis rasseye une troisième fois de mettre ton fichier. Donc là, ici, elle a passé du premier coup. Tout est beau.
L'autre chose que tu peux configurer sur cet écran-là, c'est les différentes fonctionnalités. Ces fonctionnalités-là, plus que tu en as d'activées, plus que ton GPT va être lourd, donc plus que ça va être un gros programme. Ce qui veut dire que quand tu vas lui soumettre des requêtes, ça va lui prendre un petit peu plus que d'options cochées ici, plus que ça va lui prendre de temps. C'est du temps qui se calcule en millisecondes ou en secondes, on s'entend là, c'est pas des heures. Mais plus que d'options cochées ici, plus ça va lui prendre de temps pour interpréter tes requêtes, puis plus ça va lui prendre de temps aussi pour préparer une réponse puis te l'envoyer. Fait que si tu vas vouloir cocher que les options qui sont pertinentes par rapport au travail que tu as besoin que ton GPT fasse pour toi. Le premier ici, c'est les recherches sur Internet. Donc, si tu penses que tu vas avoir besoin de ce GPT-là pour lui dire des choses comme, par exemple, peux-tu me faire une recherche sur le web pour trouver telle réponse à telle question? À ce moment-là, ça vaut la peine de laisser recherche sur Internet activée. Après ça, la fonctionnalité Canva. Si tu n'es pas familier avec la fonctionnalité Canva, j'ai fait une vidéo détaillée où je te montre en long et en large comment utiliser Canva. Tu peux la trouver sur la chaîne YouTube de Winovio en cliquant le nom Winovio sous la vidéo que tu écoutes en ce moment. Et puis, essentiellement, la version courte de c'est quoi Canva, c'est quand tu travailles sur un document avec ChatGPT, par exemple, écrire un article de blog, écrire une page de ton site web, écrire une demande de subvention, écrire un rapport, etc., etc. Tous les types de documents qui sont un document texte que tu pourrais, par exemple, travailler dans Microsoft Word, mais tu peux les travailler dans l'outil Canva de ChatGPT. L'outil Canva de ChatGPT, c'est un peu comme si tu travaillerais sur un fichier Microsoft Word ou Google Docs qui est partagé avec des membres de ton équipe. Puis tout le monde peut intervenir à partir de son ordinateur sur un fichier central qui est partagé avec tout le monde. C'est le même principe ici avec Canva, sauf que ce fichier central-là est partagé entre toi et ChatGPT. Fait qu'au lieu d'avoir une discussion où, par exemple, tu demandes à ChatGPT, écris-moi un article de blog sur tel sujet, il t'envoie le texte, tu lui donnes ton feedback sur comment l'ajuster, il te renvoie le texte encore, tu lui donnes du feedback encore, il t'envoie une troisième version du texte, puis ça fait atteindre tes tokens vraiment rapidement au niveau de ta discussion avec ChatGPT. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est quand tu vas dans Canva, c'est vraiment une plateforme à part, ou c'est comme un outil à part à l'intérieur du chat, sur lequel tu peux collaborer sur le fichier avec ChatGPT. Bref, si tu veux en savoir un peu plus sur c'est quoi Canva, comment l'utiliser, comme je te dis, j'ai une vidéo par rapport à ça que tu peux aller voir après celle que tu écoutes en ce moment. Donc, si tu crées ce GPT-là, comme c'est le cas ici, pour faire de la rédaction de texte, ça vaut vraiment la peine de laisser Canva activé. Après ça, l'autre option, c'est génération d'images 4O. Génération d'images 4O, c'est la connexion que ChatGPT a avec DALL-E, l'IA de OpenAI pour créer des images, dont entre autres l'image qu'il a créée ici. Donc ici, dans mon cas, c'est un GPT que je vais créer pour m'aider avec du marketing, donc de la stratégie marketing, puis de la rédaction web. Donc, je n'ai vraiment pas besoin qu'il soit connecté à DALL-E pour créer des images. Je ne vais pas créer d'image avec ce GPT-là. Fait que je vais le décocher ça. Ça va rendre mon GPT un petit peu plus léger, ce qui va le rendre un peu plus performant. Le dernier truc ici, c'est interpréteur de code et analyse de données. Toi, si tu crées ce GPT-là parce que tu veux qu'il t'aide avec ton site web, puis entre autres, tu vas avoir besoin qu'il crée du code HTML, du code CSS, du code PHP, puis t'aider avec ton site web. Ou si toi, comme moi, tu es un programmeur, puis tu vas aller programmer des choses, puis tu as peut-être des problèmes avec ton code, puis tu veux qu'il t'aide à débugger ton code, à ce moment-là, tu vas devoir activer l'interpréteur de code pour qu'il puisse créer du code et débugger du code. Ou sinon, l'autre partie ici qui est analyse de données, c'est si par exemple, tu as besoin de téléverser des fichiers à ChatGPT pour qu'il te fasse l'analyse du contenu des fichiers. Par exemple, dans un contexte, mettons, de support technique, tu as un bug dans un logiciel, tu as un message d'erreur ou tu ne sais pas quelle option cocher, puis tu aimerais que ChatGPT t'aide avec l'application que tu es en train d'utiliser, tu peux faire une capture d'écran de ton écran, la mettre dans le chat avec ChatGPT, puis lui dire, peux-tu me dire où cliquer ou quoi faire avec ce message d'erreur-là? Puis quand tu vas fournir une image comme ça avec ChatGPT, il va analyser le contenu de l'image, la capture de ton écran, puis il va dire, OK, bien, cette erreur-là veut dire telle chose, clique à tel endroit, etc. Fait que pour qu'il soit capable d'analyser ton image, tu dois avoir coché ça ici pour le bout analyse de données. Sinon, si tu veux lui fournir des fichiers comme par exemple, on va dire que tu travailles sur un fichier Microsoft Excel, puis tu as besoin qu'il t'aide, tu as une analyse à faire de ce fichier-là qui va te prendre 3 heures, puis tu veux qu'il t'aide à la faire plus rapidement, bien, ton fichier Excel, tu peux l'exporter à partir d'Excel en format CSV, qui est un format ouvert, comme je disais tantôt dans la partie WordPress de la vidéo. Puis fournir ce fichier-là CSV à ChatGPT pour qu'il puisse interpréter son contenu puis de faire une analyse du contenu de ce fichier-là. Pour qu'il soit capable d'analyser le contenu du fichier, il va devoir écrire du code qui va lui permettre de lire le fichier, puis te rendre une analyse. Fait que pour faire ça, il doit avoir cette option-là justement de cocher pour qu'il puisse analyser le contenu de ton fichier. Si dans ton cas, tout ça, ce n'est pas pertinent pour toi, tu n'auras pas ce genre de travail-là avec ton GPT, définitivement décoche ça. C'est une des options les plus lourdes en réalité de GPT que tu peux désactiver. Il y a quand même pas mal l'autre cette option-là, fait que ça va beaucoup alléger ton GPT si tu décoches cette option-là. Comme là, ici, dans mon cas, probablement que ce GPT-là en marketing n'aurait pas besoin de ça, fait que je vais le décocher. Puis de toute manière, toutes les différentes configurations qu'on met ici, on peut y revenir plus tard. Tu sais, une fois que tu as créé ton GPT, puis tu travailles avec, tu te rends compte qu'il n'est pas tout à fait efficace, ou finalement, j'ai besoin de créer des images avec, tu peux revenir dans le constructeur, discuter avec le constructeur, ou venir cocher des options ici,
sauvegarder puis démarrer une nouvelle discussion avec ce nouveau GPT-là qui a été cette nouvelle version-là de ton GPT sur mesure. Le dernier truc que je vais te montrer ici, c'est les actions. Les actions, ce que c'est essentiellement, c'est quand tu veux connecter ton GPT sur mesure avec une plateforme qui est externe à ChatGPT. Par exemple, tu pourrais peut-être vouloir connecter ton GPT sur mesure à ton CRM ou à ton logiciel comptable ou à ton site web ou à ton compte Amazon, si mettons tu vends sur Amazon, des choses comme ça, pour que, on va prendre l'exemple du logiciel comptable, quand il y a quelque chose qui arrive dans ton logiciel comptable comme la création d'un nouveau client, la création d'une nouvelle facture, quelque chose comme ça, ton logiciel comptable envoie une information à ChatGPT pour que ChatGPT fasse un travail par rapport à ça. Ou ça peut être par rapport à, tu veux que ChatGPT envoie des informations à une plateforme externe, ou ça pourrait être les deux. Donc, ça peut être à propos de faire une connexion dans un sens, mettons le logiciel comptable vers ChatGPT, dans l'autre sens, le ChatGPT vers le logiciel comptable, ou faire de la communication qui va dans les deux sens. Ton logiciel comptable envoie une information à ChatGPT, ChatGPT prépare quelque chose qui renvoie en retour par rapport à ça, ton logiciel comptable envoie de quoi, etc. comme ça. Donc, c'est ici que tu viendrais configurer ce genre de connexion-là. Puis ça, c'est pour connecter des plateformes externes qui auraient une manière de se faire connecter comme ça. Cette manière-là, normalement, on appelle ça un API ou API pour Application Programming Interface. Et puis, il y a certaines plateformes externes qui ont déjà des connecteurs pour ChatGPT. Sinon, il faudrait que tu le programmes toi-même ou que tu engages un programmeur pour te programmer le connecteur. Donc, là, ici, on n'ira pas plus loin par rapport à cette option-là. C'est une option qui est vraiment beaucoup plus compliquée, beaucoup plus technique, puis qui déborde de ce que j'ai à te montrer aujourd'hui par rapport à faire un GPT sur mesure. Mais sache que cette option-là, elle existe si jamais tu aurais besoin de connecter ChatGPT à une plateforme en dehors de ChatGPT. Fait que là, ici, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. Je vais retourner au constructeur maintenant que mes fichiers sont attachés. Puis je vais voir avec le constructeur s'il y a bel et bien accès aux fichiers. Je vais lui demander, peux-tu confirmer que les fichiers de référence que j'ai attachés seront consultables par le GPT? Puis en plus, je vais lui dire, j'aimerais que tu me confirmes en me décrivant le contenu des fichiers. Juste lui demander oui ou non, as-tu accès aux fichiers, c'est pas assez. Parce que des fois, ChatGPT ment. Il va dire oui, j'ai accès, mais finalement, il n'y a pas accès. Fait qu'en lui demandant de confirmer en disant c'est quoi le contenu des fichiers, ça va nous permettre de confirmer qu'il y a bel et bien accès en réalité aux fichiers. Je vais lui dire ça. OK. Fait que là, il dit qu'il n'y a pas accès à la conversation. Je vais modifier mon prompt ici. Puis tu me confirmer que les fichiers de référence que j'ai ajoutés à la base de connaissances je comprends votre préoccupation. Il n'y a pas accès. Fait que ce que je vais faire, c'est que le constructeur GPT n'a pas accès, ce qui n'est pas vraiment la fin du monde en réalité. Ce que j'ai besoin, c'est que mon GPT sur mesure, lui, ait accès. Fait que je vais utiliser le carré de sable ici pour voir si GPT de référence, si GPT... Ah, c'est une conversation. Voyons. Les fichiers sont bel et bien là. Bon, ben, c'est vraiment pour mieux que ça bug. Tu vas pouvoir voir ce qu'on peut faire quand ça bug. Je vais aller avec... ici. Je vais lui soumettre une requête formulée un petit peu différemment. OK, bon, ben ça ne fonctionne pas. Fait que je vais décrire verbalement ce que ça ferait normalement. C'est la première fois que ça ne fonctionne pas, puis j'ai pas vraiment le temps pendant que je te montre une vidéo de débugger la chose. Mais essentiellement, soit avec le constructeur de GPT, soit avec le carré de sable du GPT sur mesure, il devrait être capable de dire ce que ça ferait en réalité quand on lui soumet cette question-là, c'est qu'ici, ça va écrire analyse en cours, puis ça va un peu comme briller. Ce qui fait quand il fait analyse en cours, c'est qu'il va voir les fichiers dans la base de connaissances, il analyse le contenu de la base de connaissances, puis après ça, il va me retourner une réponse par rapport à ça. Là, je suis en train de me demander si j'ai désactivé. Ah, c'est peut-être ça. J'ai désactivé l'interpréteur de code. Bon, et finalement, on a peut-être besoin de laisser l'interpréteur de code. On va voir. Je vais lui reposer la question. Tu vois, là, j'ai changé une option ici dans les configurations. Puis ça l'a fait un reset ici du carré de sable. Travaille pas avec le carré de sable comme si c'était ton vrai GPT parce qu'au fur et à mesure que tu fais des changements, tu perds la discussion. Puis quand on va avoir fini de créer le GPT sur mesure, ce qui est dans le carré de sable, ça va disparaître. C'est vraiment éphémère ce qui est dans le carré de sable. C'est juste pour tester. C'est pas comme une conversation normale avec ChatGPT où ça l'archive indéfiniment les données. Je vais lui reposer la question pour voir. OK, parfait. C'était mon erreur finalement. Fait que tu dois laisser analyse de données parce que si tu enlèves analyse de données, il ne peut pas consulter les fichiers que tu as attachés. Fait que je viens de t'apprendre quelque chose, puis je viens d'apprendre quelque chose moi aussi. Donc, je suis le formateur et le formé en même temps aujourd'hui. Donc, il me dit oui, j'ai bien accès au fichier. Il me nomme le fichier, fait qu'il a bien accès probablement. Ce fichier contient des articles de blog, chaque ligne comprend le titre, mot-clé principal, le contenu complet de l'article. Parfait. L'autre fichier, c'est le fichier avec les pages. Site, mot-clé principal. Parfait. Fait qu'il a l'air d'avoir accès au contenu. Fait que là, je vais pouvoir continuer à créer mon GPT sur mesure.
Fait que maintenant que ça c'est fait, je sais qu'il y a accès, j'ai donné mon brief initial, j'ai écrit l'image, j'ai créé le titre, j'ai mis mes fichiers attachés, j'ai mis mes options ici, j'ai confirmé que GPT sur mesure va avoir accès aux fichiers attachés dans la base de connaissances. Je vais retourner à mon prompt ici pour voir si j'avais une autre question. La question suivante, c'est peux-tu me dire si tu as besoin d'informations additionnelles pour que le GPT soit plus efficace dans son travail? Fait que je vais toujours finir, quand le GPT a fini de me poser des questions, j'ai fini de fournir mes fichiers. Si on est rendu à l'étape où il me dit OK, maintenant c'est fini, va tester GPT dans le carré de sable, je vais toujours lui soumettre cette question-là. Parce que même si je pense que j'ai passé à tout ce que j'ai besoin de donner comme information, j'ai sûrement oublié quelque chose parce que je n'ai pas un cerveau supersonique comme ChatGPT. Puis ChatGPT, lui, va pouvoir identifier toutes les lacunes, toutes les lacunes dans mon briefing, finalement, ou dans mes fichiers attachés, puis relever toutes les informations additionnelles qui seraient requises pour que le GPT soit encore plus efficace. Donc là, il me dit oui, objectif précis du site web, offre des services détaillés. Ici, cette question, il ne me la poserait pas s'il avait accès au fichier. Fait que je peux la sauter en réalité parce que je sais que le GPT sur mesure va l'avoir. Avantage concurrentiel, je n'ai pas spécifié, c'est vraiment pertinent. Témoignage d'études de cas, je n'ai pas spécifié aussi. Appel à l'action serait bien de lui donner aussi. Fait que ce que je ferais normalement, je ne le ferai pas ici à la caméra avec toi parce que ça va être trop long. Je viendrai ici dans le chat, puis je lui dirai voici mes réponses. Oups. Réponse 1, blablabla ma réponse. 2, blablabla ma réponse. Puis pour chacune des questions, je numéroterai mes réponses pour qu'il puisse associer mes réponses avec ces questions. Normalement, après lui avoir soumis cette requête-là, ça se peut qu'il me pose des questions additionnelles de clarification. Sinon, s'il me répète encore « c'est prêt, tu peux jouer dans le carré de sable », je lui répéterai la question « est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il y a autre chose que le GPT devrait savoir? » Puis des fois, je lui pose au moins la question 2 fois, parce que des fois, il va nous proposer une certaine liste de questions. On pense que c'est tout, mais finalement, quand on lui repose la question, il me demande mettons, il y a 7 questions, il pourrait m'en poser un autre 5 questions. Ça va rendre ton GPT encore plus efficace. Toi, ça va te prendre un peu plus de travail pour lire ces questions, préparer les réponses, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine, parce que tout ce que tu discutes ici avec le constructeur de GPT, comme je te disais, fait partie de la mémoire permanente du GPT sur mesure. Fait qu'après ça, ton GPT sur mesure va être beaucoup plus efficace. Fait que là, on va dire que j'aurais fini ici. Donc, j'ai tout fini ça. Fait qu'avant de sauvegarder mon GPT puis commencer à m'en servir, je vais vouloir le tester dans le carré de sable. Fait que là, j'ai déjà testé dans le carré de sable. As-tu accès au fichier? Fait que là, je vais venir voir. Je vais venir lui demander, peux-tu me résumer les informations que tu as au sujet de construction Rivard et les instructions que tu as quant à l'aide que j'aurai besoin de ta part? Je vais lui soumettre ça. Voici un résumé. Il me résume construction Rivard. Après ça, il me résume ses instructions. Ce que je vais vouloir faire, normalement, là, je ne le ferai pas ici parce que on fait juste une formation rapide. Mais normalement, ce que je ferais si je suis en train de créer un vrai GPT, c'est que je lirais tout ce qui me répond en détail. S'il y a des erreurs dans ce qu'il me dit, je viendrai dans le constructeur GPT rectifier le tir par rapport à ça. Puis à ce moment-là, après avoir rectifié le tir dans le constructeur GPT, ça ferait un reset du carré de sable. Puis je reposerai la même question dans le carré de sable pour voir si sa réponse est correcte. Puis je referai ça tant ou si longtemps que je n'ai pas une réponse qui est exactement ce que je veux comme réponse. Ici, ça ne vaut pas la peine de discuter avec le GPT sur mesure dans le carré de sable pour rectifier le tir, parce que tout ce qu'on met ici, c'est éphémère, puis il ne s'en souviendra pas plus tard. On veut vraiment rectifier le tir avec le constructeur de GPT pour qu'il vienne optimiser les configurations qui vont faire partie des connaissances permanentes du GPT quand tu vas t'en servir après. Après ça, je pense que c'est tout. Ouais, je pourrais lui dire, on va dire que tout est correct. Je pourrais lui dire, OK, parfait, tu as bien compris ton rôle. Puis là, je pourrais lui demander les fichiers, c'est quoi les services, etc., lui poser d'autres questions. Donc, fais les discussions ici dans le carré de sable, autant de discussions, puis de questions, puis de tests pour écrire un article de blog, puis tout ça que tu as besoin pour être sûr qu'il soit efficace, qu'il soit bien fini. Puis là, on va dire qu'on a pris le temps de faire tout ça, puis on a joué dans le carré de sable, puis tout est beau, il a l'air d'être correct. La prochaine étape après ça, ça va être de sauvegarder notre GPT, puis de commencer à s'en servir ou le partager avec notre équipe pour qu'eux aussi puissent commencer à s'en servir. Fait qu'on vient ici en haut à droite dans Créer. Ici, ChatGPT me donne 3 options de partage de visibilité pour mon GPT sur mesure. La première option, seulement moi, ça va faire en sorte que seulement moi, dans mon compte GPT, j'ai accès à ce GPT sur mesure-là. Ça ferait du sens si je crée un GPT pour mon travail à moi, puis ça concerne personne d'autre. Je vais vouloir mettre seulement moi. Si on prend l'exemple que je t'ai donné en introduction, où vous êtes 5 dans votre équipe, une personne a un compte payant de ChatGPT pour créer les GPT sur mesure, que les 4 autres personnes vont servir elles aussi. À ce moment-là, tu vas vouloir prendre l'option « Toute personne disposant du lien » pour pouvoir créer un GPT qui va être disponible pour tous ces gens-là à qui tu vas partager le lien. À la prochaine étape, on va voir le lien avec lequel on peut partager ce GPT-là. Sinon, la dernière option, c'est le GPT Store. Le GPT Store, c'est l'écran où on était tantôt avec tous les GPT créés par tout le monde à travers la planète. Ici, si on crée un GPT qui est spécifique pour
ton travail à toi, pour ton organisation, pour tes besoins personnels ou professionnels, ça ne ferait pas de sens de le rendre disponible publiquement. Ça ferait plus de sens si tu créerais un GPT qui est plus pour un usage qui pourrait concerner d'autres gens en dehors de toi et en dehors de ton organisation. Ici, c'est un GPT qui est spécifique pour ce que je suis en train de faire en ce moment, qui est spécifique pour des tâches spécifiques ou une entreprise spécifique. Ça ne ferait pas de sens de le rendre disponible publiquement. Ce que je pourrais faire, par contre, ce que je fais en réalité avec mes clients, c'est que je mets toute personne disposant du lien pour que moi, j'y ai accès. Puis pour mes clients qui utilisent ChatGPT, je leur partage aussi le GPT pour qu'eux s'en servent de leur côté. Donc là, ici, pour la démo d'aujourd'hui, je vais juste mettre seulement moi, enregistrer. Si c'était un GPT que j'aurais donné la seconde option pour pouvoir le partager, ça, c'est le lien que je partagerai avec mon équipe. Là, je vais cliquer sur Afficher un GPT. Ça m'amène dans la discussion avec mon GPT sur mesure. Je sais que je suis dans la discussion avec mon GPT sur mesure parce que je vois l'image qui a été créée pour représenter mon GPT sur mesure. Je vois le nom qu'on lui a donné à mon GPT sur mesure, puis je vois que l'auteur, c'est par Winovio, qui est le nom que j'ai dans mon compte ChatGPT, c'est Winovio. Donc, je sais que je suis dans mon GPT sur mesure, je peux commencer à discuter avec. Si éventuellement, cette discussion-là, des fois, quand on parle longtemps avec ChatGPT, la discussion bug, puis elle bloque, on ne peut plus continuer à discuter avec ChatGPT. Ou si ChatGPT, des fois, il se met à perdre les pédales dans une longue discussion, puis il se met à nous raconter n'importe quoi ou ne plus suivre les instructions. Donc, bref, si tu es rendu à une étape où tu as besoin de démarrer une nouvelle discussion avec ton GPT sur mesure, puis qu'il oublie tout ce que tu as discuté à date, puis repartir de zéro avec la version de base de ton GPT sur mesure, ce que tu viens, c'est que tu viens ici dans le menu gauche, puis en dessous de GPT, tu vas avoir la liste de tous les GPT que tu as créés, dont entre autres celui qu'on vient juste de créer, c'est celui-là ici. Si jamais, comme moi, tu as une longue liste de GPT sur mesure, puis celui que tu cherches n'est pas dans la liste, tout ce que tu as à faire, c'est que tu viens cliquer sur GPT. Ça t'amène dans la boutique de GPT. Puis on va aller ici en haut à droite dans Mes GPT. Puis là, ça t'affiche toute la liste de GPT que tu as créées, dont entre autres celui qu'on vient juste de créer. Puis là, on clique sur le nom, ça nous amène dans le chat avec ce GPT-là. Ou si par exemple, tu te rends compte après avoir utilisé ton GPT sur mesure pendant un certain temps qu'il y a des choses qui clochent, que ce n'est pas tout à fait ce que tu veux, puis tu aimerais ajuster la configuration du GPT, c'est aussi ici que tu vas venir, tu cliques sur le crayon, ça te ramène dans le constructeur GPT. Tu fais ce que tu as à faire dans le chat avec le constructeur GPT. Tu fais ce que tu as à faire dans Configurer, comme par exemple venir cocher ou décocher des options ici. Tu testes dans le carré de sable, tout est beau, on clique Mettre à jour. Il va actualiser le GPT avec ce que tu viens de faire là. Puis là, tu vas pouvoir démarrer une nouvelle discussion avec le GPT qui est actualisé. Continue pas la discussion déjà commencée, parce que la discussion déjà commencée avec le GPT, c'est la version précédente de ton GPT sur mesure. Fait que tu vas vouloir, quand tu viens modifier avec le constructeur GPT, quand tu viens modifier ton GPT sur mesure avec le constructeur GPT, tu vas vouloir démarrer une nouvelle discussion pour utiliser la nouvelle version de ton GPT sur mesure. Fait que je vais faire afficher un GPT. Une fois que tu es ici dans la discussion avec ton GPT sur mesure, c'est la même chose que tu fais avec un GPT ordinaire quand tu choisis je veux travailler avec GPT 4o, 4o mini, etc. C'est vraiment comme un chat normal. Fait que tu vas juste discuter avec ChatGPT ici. Tu peux attacher des fichiers, tout dépendant des options que tu as activées, avoir une discussion vocale, etc. Donc, tout ce que tu fais avec un GPT, normalement, tu peux le faire avec ton GPT sur mesure. Les interactions, c'est vraiment la même chose. La seule différence, c'est que ton GPT sur mesure est optimisé pour les tâches ou les choses que tu lui as demandé d'être optimisé pour. Si tu as activé Canva, bien, il va pouvoir utiliser Canva. Si tu n'as pas activé Canva, il ne pourra pas utiliser Canva, etc. Alors, c'est tout ce que je vais te montrer aujourd'hui. C'est vraiment pas plus difficile que ça. C'est vraiment juste une question de bien préparer ton script pour créer le GPT. Après ça, bien le tester pour être sûr qu'il soit optimisé. Après ça, tu t'en sers comme tel. Puis si tu te rends compte qu'il y a des petites lacunes, il y a des choses qui sont incorrectes, tu peux retourner dans la programmation avec le constructeur de GPT pour ajuster le tir ou pour lui fournir des fichiers additionnels ou des instructions additionnelles. Puis après ça, redémarrer une nouvelle discussion avec cette nouvelle version-là de ton GPT. Si tu aimerais avoir plus de trucs, astuces et bonnes pratiques pour utiliser la plateforme ChatGPT, j'ai créé plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube de Winovio. Tu peux aller cliquer tout simplement Winovio sous la vidéo qui est ici, puis ça va t'emmener vers la liste de toutes nos vidéos, et puis là-dedans, il y en a plusieurs qui sont à propos de ChatGPT. Alors toi et moi, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!